Bonjour, chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Nous sommes en direct. Je remercie à la technique. Eh bien, nous sommes toujours très heureux quand elle est là, mais ce qui ne dit rien de notre plaisir d'avoir Arnaud en général ou Axel qui sont les remplaçants en second et en trois. C'est un petit peu comme Miss France et ses dauphines. Elle aurait bien mérité d'être Miss France d'ailleurs. Virginie, je crois qu'elle fut Miss Nouvelle-Calédonie, si mes souvenirs sont bons. Et elle est aussi une brillante chanteuse, interprète, compositeur aussi. Oui, compositeur. Et vous pouvez la retrouver donc sur YouTube, Nini Vlam, N2E, Vlam. Et non pas glam, comme dit Mike. Il dit glam. C'est le glam de glamour. Oui. On connaît notre charmeur, notre Mike national. Eh bien, nous avons Patrice, qui est aussi notre bénévole national, qui n'est pas avec Sylvie actuellement. Ils font un duo pourtant magnifique. Je crois que Sylvie est aux États-Unis. Oui, elle est partie vérifier l'état des comptes du Doge. Ah, du Doge. Oui. Très bien. Elle devrait surtout nous amener les recettes pour qu'on puisse les appliquer en France. Je pense que ça ne ferait pas de mal. Surtout les économies d'abord. Déjà, je vais saluer nos auditeurs. Bonjour tout le monde. Ben moi déjà, Nicolas. Je vous salue, Voilà. Lara. Lara Stam qui m'assistera évidemment aujourd'hui. Donc nous avons Patrice, on le rappelle aussi au standard, afin qu'il puisse... Lui, il a fait l'état des lieux de la Réunion, de l'île de la Réunion. D'ailleurs, il est arrivé en plein il est parti en plein cyclone, ce qui voulait bien dire qu'il n'était pas souhaité là-bas. Il aurait dû rester avec nous. Tant pis pour lui, voilà. En tout cas, il est revenu, bien sûr, donc vous pouvez lui adresser à la fois vos courriels électroniques et puis l'avoir au téléphone si vous avez envie de taper un brin de causette ou dire tout votre plaisir d'écouter samedi matin le Libre Journal de géopolitique profonde. Et comme Virginie vous l'a dit, à 10h30, ce sera le Libre Journal de Mike Borowski, Libre Journal des controverses. Alors, notre invité du jour, qui n'est pas encore arrivé, j'espère qu'il ne va pas trop tarder, je suppose, c'est Pierre-Antoine Plaquevent. Pierre-Antoine Plaquevent est un auteur, entre autres, prolixe. Israël, la guerre des religions, c'est son dernier ouvrage qu'il a coécrit avec Youssef Indy. Youssef Indy que j'avais dans la matinale hier matin parmi mes invités. Et nous allons parler avec lui de la situation géopolitique mondiale en partant de l'Europe et puis en dézoomant, selon l'expression consacrée, pour une géopolitique mondiale. Le titre de l'émission, Lara, c'est Nous sommes en guerre. Alors vous allez me dire à chaque fois, oui. La géopolitique, souvent, c'est la guerre. La seule différence qu'on peut avoir entre, je dirais, la géopolitique classique et la géopolitique que j'appellerais néoconservatrice, c'est que dans un cas, la guerre, c'est la continuation de la diplomatie par d'autres moyens. Tout le monde connaît cette formulation classique, traditionnelle, alors que chez les néoconservateurs, chez les Américains, en tout cas, nous y étions habitués depuis 4 ans. Et auparavant, avec que ce soit Clinton ou Obama, et précédemment, la guerre est une composante à part entière. Ce sont des guerres de conquête, il n'y a pas de diplomatie. La guerre est en elle-même un objet, et donc un objet d'étude. Donc nous sommes en guerre parce que, quand Macron le dit, en effet, il signe son affiliation à ce système néoconservateur dont les Européens et lui-même surtout sont orphelins depuis la victoire de Trump, ce qui explique pourquoi nous avons un chef de l'État qui, contre toutes les traditions françaises, aujourd'hui a pris la tête de ce mouvement néoconservateur chassé des États-Unis, mais qui vient s'inscrire comme un coucou en Europe. Aujourd'hui, il est président encore français, mais il se rêve en président européen. Et nous en avons la preuve tous les jours, au travers ses prises de position. Il se veut vraiment à la tête de ce bellicisme qui ne veut surtout pas, même s'ils disent le contraire, que la guerre s'arrête à l'est de l'Europe.
Est-ce que je peux dire un mot, Mais je vous en prie. juste pour rappeler aussi que Pierre-Antoine écrit régulièrement aussi dans la revue confidentielle de Géopolitique Profonde, donc rappeler à nos auditeurs que vous pouvez vous abonner et faire partie de toute une communauté à travers votre abonnement. Donc voilà, et Pierre-Antoine Plaquevent contribue régulièrement. Tenez, faites donc la présentation voilà. tous les jours, au moins 3 fois, plus les plateaux, même si ce sera vous ce soir, j'espère que vous l'avez bien ostenté. Lettre confidentielle, voilà, numéro 23. Parlez devant le micro, Lara Stab. Numéro 23, et actuellement, il y a bien une semaine de gratuité dans son format papier comme numérique. Donc n'hésitez pas à intégrer cette communauté. Voyez si ça vous convient, ce qui s'y passe. Ce qui vous donne accès d'ailleurs à des formations en ligne en matière de décentralisation financière. Bon, ce qui n'est pas du luxe. Oui, mais non, il faut participer à l'effort de guerre. Livret A, assurance vie, surtout si... vous avez vu Francine, vous, hier, c'est ça? Oui, mais enfin, vous regardez... dit qu'elle a mis tous ses bas de laine. On nous prévoit la guerre. Alors pourquoi compter sur une assurance vie? Surtout que la guerre, s'il y en a une demain en Europe face à la Russie, elle sera nucléaire. Vous l'avez expliqué ça, Emmanuel Macron, j'espère, à tous les Français. Mais il a expliqué dans le kit de survie qu'il envoie, il paraît qu'il en parle. Oui, donc de ne pas oublier de fermer la porte, c'est ça? Si vous voyez un champignon nucléaire, fermez la porte et même je vous conseille de mettre un tour de verrou. Oui, peut-être. Voilà, peut-être mieux. Le loquet aussi. Et puis vous regardez par le Judas. Oui, parce que c'est joli. Tiens, j'en connais un bon Judas. Nicolas, parce que c'est beau. N'oubliez pas, une explosion nucléaire, c'est très beau. Bah oui, d'ailleurs, on a une simili. On se demande cette vasque. C'est d'ailleurs la première fois qu'on voit des JO où c'est pas du feu. Ils aimaient ça, les Parisiens. Ah, c'est beau. Oui, c'est de l'électricité. Il n'y avait pas le feu habituel. Oui, mais si, il y avait, en dessous, il y avait le feu. Je crois pas. Il y avait le feu. Non, je pense que c'était un feu électrique, comme vous l'avez, vous savez, dans des espèces de fausses cheminées, là, dans les pizzerias. D'insert électrique. Ouais. Mais à Tchernobyl, les plus grandes victimes étaient les personnes qui étaient allées voir le feu qui était beau. Oui. Voilà. Mais en tout cas, cette vasque qui a été allumée pendant la parenthèse enchantée des JO, moi, je trouve qu'elle ressemblait quand même étrangement à un champignon nucléaire. Bah, écoute, de toute façon, le côté esthétique va peut-être avoir raison de ce peuple. Hein. L'amour de l'esthétisme. Ouais. Alors, on fait une très courte revue de presse, vous voulez? Allons-y. Bon, j'ai vraiment sélectionné que quelques points. Peut-être d'abord... Oui. Vous permettez qu'on rappelle aussi ce que c'est ce samedi? Bien sûr, allez-y, je vous en prie. Donc, c'est le samedi saint. Le tombeau est fermé, le ciel s'est tu, le monde croit avoir gagné, mais quelque part, une femme veille. Marie, silencieuse, debout dans la nuit, porte seule la flamme de l'espérance. Tout a été arraché, sauf la foi. Elle ne pleure pas seulement un fils, elle garde une promesse. Le samedi saint est le jour des âmes fidèles, celles qui tiennent bon quand tout chancelle, celles qui prient, espèrent et transmettent dans le silence, dans la nuit. Aujourd'hui encore, tout semble perdu. Le mensonge triomphe, le silence de Dieu pèse. Mais Marie demeure, lumière discrète dans la nuit, elle veille. À Paris comme à Marseille, à Lourdes, à Pontmain, à Salette, à la rue du Bac, à travers toute la France. Elle est là et nous éclaire. Très bien, donc ça, c'est tiré du Twitter de Radio Courtoisie. Exactement. D'accord, très bien. Donc en effet, c'est un samedi, mais ça n'empêche que nous sommes en guerre. De toute façon, c'est pas Noël. C'est vraiment, d'ailleurs, on va en parler de la différence qu'il peut y avoir entre Noël et Pâques. Pour moi, Pâques, c'est le samedi saint. Eh bien, pendant qu'en effet nous veillons, il est en guerre. Je vous rappelle qu'il descend aux enfers, le Christ. Le samedi, il va, selon la belle formule de Danick de Souzenel, s'unir à l'énergie séraphique et en écraser la tête diabolique. Donc il est en guerre, il le dit d'ailleurs, je suis venu apporter non pas la paix, mais la guerre. Ou en tout cas pas notre paix, je vous laisse votre paix, je vous apporte ma paix. Et cette paix, elle est... c'est une paix, mais avec l'épée. Je rappelle que Pâques, c'est aussi l'ange exterminateur qui passe. Il y a Pâques avec un S, Pâques sans S, les Pâques, Pâques... Ce ne sont pas que les jolis petits œufs de Pâques et les mignons petits lapins de Pâques. Pas plus que Noël, d'ailleurs, ça se réduit à des cadeaux. Mais on va y revenir, justement.
peut-être commencer pour expliquer que notre monde en guerre est un monde qui accuse l'autre par inversion accusatoire permanente de ses pires travers. Et un des pires travers de la presse de grand chemin, puisqu'on n'a pas le droit de dire mainstream, parce qu'il veille, mon cochon, il a raison, eh bien, c'est un monde finalement, où les complotistes ne sont pas nécessairement où on l'imagine. On est accusé, dès qu'on n'est pas sur le discours officiel, d'être un « ha ha ha, mais vous êtes un complotiste, cher ami ». Eh bien, les complotistes ne sont pas toujours là où on le croit. Par exemple, premier titre ce matin du journal Le Figaro, « Débat polarisé, faux sondage, chatbot, la France cible numéro 1 de la propagande pro-russe ». Ça sent le complotisme à tous les niveaux, ça. Le niveau de russophobie, c'est pas très, cette propagande ne perce pas trop. Hein. Puis vous avez remarqué, c'est vraiment le côté... là, on prend pas son cachet de pas d'amalgame, c'est tous les Russes. Oui, tous les Russes. Elle a été invitée déjà par Mike Borowski sur Radio Courtoisie un samedi matin. Oui, et elle m'a lancé un joli mot russe. Oui, mais attendez, d'abord préciser de qui on a. À la Poédie. Voilà, donc Ala Poédie est quelqu'un qui, quand même, sur son tweet, a expliqué que tous les Russes, sans exception, étaient inhumains et qu'il fallait les chasser loin, loin de l'humanité. Mais Zelensky l'a fait aussi, hein, il l'a rappelé. Non, mais Zelensky, il est en Ukraine, enfin, même s'il est souvent plutôt à l'étranger pour réclamer son chèque. Mais Ala Poédie, elle est en France, elle est censée être soumise à la loi française. Imaginez, je sais que Radio Courtoisie a été condamnée dans le passé pour généralisation. Pour une généralisation suite à un terrible attentat qui avait frappé, je crois d'ailleurs à l'époque de Pâques, une église de chrétiens d'Orient en Égypte. Il y a eu une généralisation le lundi soir de Pâques par l'invité du patron d'émission et nous avons pris une sévère amende parce qu'il a généralisé par rapport à l'islam. Donc là, il y a une généralisation, bon, même si elle ne le dit pas, semble-t-il, sur un média, sur un média social. Ah, si. Oui, mais c'est un média social, c'est pas sur un média qui... Ah, elle dit publiquement, donc... Oui, enfin, tout ça pour dire que dire tous les Russes sortent de l'humanité, c'est une généralisation, on est quand même, j'aime pas l'expression, mais c'est quand même bien un appel à la haine. Et donc là, par contre, évidemment, c'est autorisé puisque c'est les Russes. Alors, donc il y a l'exception qui confirme la règle. Les Russes ont le droit. La russophobie ne nous envoie pas dans la cage aux phobes. Alors, donc, il nous explique dans cet article que finalement, les réseaux de sites Pravda, dont je rappelle que ça signifie la vérité, identifiés donc par les chercheurs et les autorités comme relais de propagande pro-russe, inondent Internet de sujets concernant la France, dont des faux sondages. Et vous savez, dans ces faux sondages, les vrais sondages, c'est les vrais sondages qui expliquent que Omar Sy, par exemple, est la personnalité préférée des Français. Hein, et des auditeurs de Radio Courtoisie. Allez, réagissez là, chers auditeurs. C'est Omar Sy, votre personnalité française préférée. Sinon, ça, c'est les vrais sondages. Voilà. Ou sinon, vous avez le petit ange Kylian. Mbappé, évidemment, qui porte la poisse à son équipe de foot. Il voulait gagner des titres en allant. Vas-y, c'est le valse du football. Vas-y, va en Espagne, mon gars. Et puis surtout, ne reviens pas. Ça, c'est le supporter du PSG dont le sang bouillonne. Et ça, c'est autre chose. Donc, ils expliquent, il y a des faux sondages comme quoi les Français préféreraient Vladimir Poutine à Emmanuel Macron. Non, mais attendez, nous qui aimons tant notre président. Francine n'a pas participé au sondage, là. Non, ni son fils. Voilà. Enfin, voilà, vous vous rendez compte un petit peu. Donc, tout était comme ça, à l'avenant. Il y aurait 200 sites, rien que ça, ciblant différents pays, mais surtout la France. D'ailleurs, il y a des chiffres. On est dans ce monde matérialiste qui n'est que sur des chiffres. La France aurait 374 700... Non, 394 000... ça, c'est des nombres d'articles. 3,7 millions d'articles. Vous vous rendez compte de propagande Vous avez du mal avec les chiffres ce matin-là. Oui, un petit peu comme Krasuki, vous savez, sur le perron de l'Élysée ou de Matignon. Alors 300, et d'ailleurs moi je ne dis plus milliards, parce qu'avec les milliards, la valse des milliards, on recherche 40 milliards, 20 milliards, le trou de la sécu, le trou du budget. Moi je dis milliards, ça va plus vite. Donc à 394 400 articles qui visent la France, donc nous sommes les plus à toucher. Et même l'Ukraine les moins. 270 000 articles contre le pouvoir ukrainien. Dites donc. Donc tout est comme ça.
qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ah oui, et puis alors, il y a tout le réseau francophone. Évidemment, l'Afrique, comme le Sénégal, le Burkina Faso, serait spécialement ciblée par la propagande russe, hostile à la France. Voilà. Voilà, et ben même François Bayrou le dit. Voilà. Ça explique peut-être le trou de la Sécu, d'ailleurs, allez savoir. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé encore dernièrement? On se demandait la raison, ce que ça pouvait être si c'était pas si justement c'était pas un complot. Ah bah oui, non, ben oui, c'est les prisons. Oui. Est-ce les narcotrafiquants? Ah, c'est peut-être des Russes. Mais qui est derrière? Qui sont derrière les narcotrafiquants? Et faut demander à Pélestrandi, c'est forcément des Russes. Peut-être, ouais. Voilà. Savoir. Le général, il faut être un peu respectueux quand même des titres. Alors, donc voilà, ça c'était la première chose. Voilà, c'est vraiment le gros titre. L'autre gros titre du Figaro, ça explique que les Chinois sont de la chair à canon. C'est horrible. Le régime russe transforme en chair à canon. Alors, on voit bien, avec la guerre commerciale, ça a changé. La Corée du Nord, ça paraissait bien. Zelensky explique, il y a plein de Coréens du Nord qui se battent sur le front à l'Est. Et puis maintenant que on a un peu mis la Corée du Nord l'a mis un peu en sourdine, dorénavant, on se trouve des Chinois un peu partout. C'est toujours le même péril jaune, mais c'est plus la même nationalité. Mais évidemment, ça, ce sont des informations sérieuses et vérifiées. Sinon, et là, je peux commencer à le comprendre, et je pense que c'est comme ça que ça va se terminer. Négociation, guerre en Ukraine, Donald Trump dit que les États-Unis passeront à autre chose très bientôt si un accord n'est pas conclu. Mais comment ne peut-on pas le comprendre ? Ils sont odieux, ils sont d'une mauvaise foi. Nous sommes, parce qu'il faut l'assumer en tant qu'Européens, nous faisons tout, nous leur mettons des bâtons dans les roues. Après avoir été hostile comme jamais pendant cette campagne, on ne comprend pas. Mais pourquoi il ne nous aime pas, Donald Trump? Réfléchissez pourquoi il ne vous aime pas. Qu'est-ce que vous en avez dit durant toute cette campagne? Vous avez fait campagne pour lui? Et maintenant, il dit, c'est bon, j'ai essayé. J'y arrive pas. Ils passent leur temps à essayer de faire en sorte que cette paix ne puisse pas avoir lieu. Des prétextes, des arguments fallacieux en permanence. Ah, mais nous, on veut la paix. Quel bon tartuffe. Il en peut plus, Donald. Mais moi, mais à sa place, ça ferait longtemps, j'aurais dit, mais débrouillez-vous pour ne pas être vulgaire. Quand Macron dit cesser le feu sans condition, c'est d'un ridicule. Débrouillez-vous, débrouillons-nous. Oui. Puisqu'on est tellement plus intelligent, on a tellement réussi à maintenir la paix avec les accords de Minsk. Continuons comme ça. Allez, ils partiront. Moi, j'attendrai. Là, on va rigoler, là. On va rigoler. Après, ça dépend comment ils vont partir. Est-ce qu'ils vont laisser tout leur soutien en termes de soutien satellite, etc., surveillance et protection, ou ils vont partir pour de bon? Ce ne sera pas la même chose. Je pense que tout sera payant. C'est pas compliqué. Tout sera payant. Mais Nicolas, vous n'avez pas vu, Zelensky dit qu'il va acheter les patriotes, le système patriote. Pour une fois, il va acheter quelque chose. Donc les Américains sont les premiers à bénéficier de cette démarche-là. Avec l'argent de Francine. Oui, exactement. Voilà, il a trouvé de l'argent. Des livrets A. J'ai trouvé l'argent des livrets A. Et je vais acheter des systèmes patriotes avec. Non, mais c'était les annonces hier. Allez, on continue comme ça. En tout cas, voilà, tout prouve que le nom de l'émission, le titre de l'émission, il est toujours bon, si on lit la presse. Allez, je termine et puis on va très vite passer au grand entretien avec il est là. Antoine Plaquevent qui est arrivé, bien sûr. Et on va le saluer dans un instant. Peut-être terminer quand même par un bel entretien, là pour le coup du Figaro Vox. Par quel miracle à Pâques les églises sont-elles désormais pleines à craquer? Et donc vous avez un essayiste, Jean de Saint-Chéron. Même le titre transmet cette désolation de constater ça. Oui, alors peut-être, oui. Directeur du cabinet du recteur de l'Institut catholique de Paris, membre de l'équipe de préparation au baptême dans sa paroisse parisienne et essayiste. Dernier ouvrage paru, Malestroit, vie et mort d'une résistante mystique. Par quel miracle à Pâques les églises sont-elles désormais pleines? C'est vrai que vous avez raison. Ça paraît. Bon sang, ils ne peuvent pas nous laisser tranquilles un jour de Pâques. On n'a pas autre chose à faire que de faire la messe. Non, mais c'est dingue. Non, mais c'est vrai que c'est aberrant. Tout est comme ça, de toute façon. Alors, vous avez provoqué une espèce de sondage contre Omar Sy par nos auditeurs. Ça pleut, là. Omar Sy, no. Oh, et en plus, même le no en anglais. Non, mais il y a un autre qui dit sondage bidon, Messi
Mais non. Mais si, mais non. Mais si, mais non. Oui. Et puis, ça c'est Denis, ça. Mais Macron voilà. veut voler l'argent des Français pour combattre les Russes, pour soutenir le pouvoir ukrainien, dont Trump dit qu'il est le pays le plus corrompu du monde. Un rien. Il arrive à Donald de se contredire, mais à ma connaissance, pas à ce sujet, bien courtoisement. Merci Denis. Nico Raphaël, bonjour. Aux auditeurs reconnaissants de vous saluer aussi pour votre croisade héroïque, même celle du samedi. Nous sommes en guerre, mais pas en terre. Exactement. Merci beaucoup pour vos réactions. Et nous veillons de toute façon parce que la résurrection, c'est pour demain. Oui. Bon, je pense que, allez, il est 9h20, on en a peut-être assez dit dans cette revue de presse. Nous avons la chance, un samedi saint, d'avoir Pierre-Antoine Plaquevent, donc eh bien, nous allons déjà le saluer. Bonjour mon cher Pierre-Antoine, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Très bien. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Le Pâques orthodoxe et Pâques catholique. C'est le même jour. Le même jour, donc. Oui. Je vois, on a la chance d'avoir des images, donc je vois une très jolie icône derrière Pierre-Antoine. Ah oui, oui. Voilà. Donc, oui. Et j'ai été Et vous surprise. disiez... Oui, pardon. Oui. J'étais surprise Donc, à quel point. du désarroi des médias aux ordres et stipendiés. Bon, le Monde, hein, qui avait touché de l'argent, qui touche de l'argent par Bill Gates régulièrement, effectivement, par quel miracle les gens vont-ils à la messe le jour de Pâques? Le titre est assez cocasse. Ben, le miracle, oui, c'est le miracle du Saint-Esprit. Donc c'est ça qui est. Ils sont très forts, oui. On rappelle Pierre-Antoine Plaquevent, Youssef Indy, Israël et la guerre mondiale des religions, géopolitique et millénarisme. C'est aux éditions Culture et Racines, avec la collaboration aussi de Stratégica, qui est, on le rappelle, Oui, vous en êtes le fondateur de ce site. Voilà. On fera peut-être votre actualité. Je préférerais qu'on commence votre actualité tout de suite, parce que vous savez, en général, on est pressé, on a plein de sujets à aborder, et puis, on laisse sur ce la qui fait fin, qu'on se dit, bon, écoutez, la semaine prochaine, l'actualité de Pierre-Antoine Plaquevent. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre actualité? Je crois qu'il y a, entre autres, une conférence à laquelle vous allez assister, mais pas seulement. Alors oui, donc il y a plusieurs choses qui sont dans la même logique. Je lance un cours en ligne de géopolitique et métapolitique pour passer un petit peu, je dirais, de la réinformation à la formation. Je pense qu'on est vraiment dans la période idéale pour cela. Donc les gens qui sont intéressés peuvent se connecter et s'abonner à ce cours via la plateforme Substack. Donc Oui. ils cherchent Pierre-Antoine Plaquevent Substack et ils vont trouver. Alors je le note, https://substack, c'est substack.com. Voilà. Pierre-Antoine Plaquevent. Voilà, si vous cherchez juste sur les moteurs de recherche Substack, Pierre-Antoine Plaquevent, vous le trouverez facilement. Il a même un nom, mais je ne sais pas trop si ça apparaît beaucoup dans les recherches, c'est le cours Polémos. Voilà, et donc on peut s'abonner à ce cours, mais après aussi certains éléments seront disponibles via Stratégica. Mais la formule d'abonnement sera la plus intéressante puisqu'il y aura des écrits, des vidéos, des cours en ligne. Et donc c'est relié avec notre actualité qui est celle je participe à un séminaire de géopolitique qui aura lieu à plusieurs reprises dans l'année, dont la première édition est à Ibiza. Vous embêtez pas, vous allez à Ibiza. Eh oui. Tout va bien. C'est-à-dire que faire la géopolitique à Ibiza, pas mal. Oui, c'est assez étonnant. Qu'il y ait en fait des communautés de gens là-bas qui en fait nous écoutent, vous écoutent et sont très attentives. Ce qui montre, on pourrait dire un petit peu ce qui montre que la fête est finie en quelque sorte, si jusque là-bas il y a des gens qui. C'est sûr. Donc, mais en fait, c'est très intéressant parce que c'est bon. En plus, on est dans le monde hispanique. Donc, je serai avec notamment un professeur qui fait le pendant de mes recherches en Espagne, qui est très connu dans le monde hispanique, qui est totalement francophone, qui s'appelle Juan de Castro, et qui a écrit des livres sur Soros, comment Soros agit en Espagne.
les réseaux sociaux en Espagne, et aussi ensuite sur toute la sphère globaliste, le covidisme, et toujours avec l'angle. C'est intéressant parce que c'est un ancien fonctionnaire de l'ONU aussi, donc il connaît les choses de l'intérieur, il connaît bien le monde des institutions internationales, spécialiste d'économie, de droit international, donc ce sera très intéressant. Et aussi avec le physicien et anthropologue Philippe Bobola, que j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer pour Géopolitique profonde. Je ne sais pas si vous vous Absolument. souvenez l'an Oui, dernier. oui, tout à fait. Voilà, et qui en fait, lui, a une approche qui est très, enfin, totalement complémentaire de la mienne, c'est-à-dire transdisciplinaire, transcourant, transdisciplinaire, et qui va faire le lien entre tous les domaines. Et donc, en fait, le séminaire est organisé en 3 jours, qui partiront le premier jour sera plus l'actualité géopolitique, ensuite la géopolitique et santé, pour donner un peu des pistes aussi, de quelle manière ça nous impacte directement ce qui se passe et comment on peut comment dire, mettre en place des stratégies de résilience. Et le troisième jour, géopolitique et spiritualité. Voilà, quel est l'arrière-fond que nous évoquons souvent dans nos travaux spirituels. Et en fait, là encore, en quoi ça nous concerne directement et ce que nous pouvons faire à partir de là pour résister et changer. En fait, notre période est intéressante parce que c'est à la fois comme toute période de crise, c'est une période de transformation. Et donc, soit on chevauche le tigre, soit, comme disait Evola, soit on se fracasse dans le courant des forces qui se déchaînent. Et je pense qu'il y a une opportunité comment dire, bien de transformer ce qui peut nous apparaître comme hostile en quelque chose de positif, parce que finalement c'est une énergie tout ça. Donc si on sait chevaucher cette énergie, on peut y arriver. Alors après, il y a un autre aspect, je vais dire sur l'aspect de faire cette conférence aux Baléares, c'est que Oui. maintenant je suis dans une stratégie avec d'autres personnes aussi, je dirais, c'est un peu la stratégie Peter Thiel, vous voyez, le Oui, bien magnat, sûr. Ouais. voilà. Palantir, l'homme Voilà, qui, et qui est derrière semble-t-il, Trump, soutient J.D. Vance. Ouais. voilà, qui est derrière Vance, derrière Trump, qui est aussi un membre du Bilderberg, hein, il faut le savoir quand même. Donc c'est quelqu'un qui est, on va dire, un architecte un peu de ce reconfiguration conservatrice, et en fait qui, dès les années 2011, 2010-2011, a investi dans des îles comme Nouvelle-Zélande et autres dans la perspective du possible chaos généralisé. Et donc, vous savez, de ces investisseurs qui achètent Bien sûr, et des avec des abris bunkers, anti-atomiques, ouais. voilà, etc. Donc il est aussi dans cette perspective-là. Mais je dirais, sa stratégie est intéressante parce qu'il continue de faire, enfin, il fait de la métapolitique réellement, un peu à la Soros, mais dans un sens qui se veut en tout cas conservateur, enfin, officiellement. Après, Non on verra par la progressiste. suite. Ouais. Voilà, non progressiste, post-libéral. Eh bien, il a aussi la stratégie quand même aussi de prévoir comment dire, des bases de repli en quelque sorte. Je pense que nous aussi, nous devons avoir cette stratégie-là, c'est-à-dire tout faire pour eh bien, sauver notre pays, mais en même temps aussi avoir une stratégie que je qualifierais. Nos ennemis, les globalistes, sont au départ la thalassocratie et les puissances de type vénitienne, Grande-Bretagne et autres, qui ont pris pied comme ça dans le monde en s'appuyant sur des comptoirs progressivement. Et bien, nous, on doit avoir presque cette stratégie-là, mais je dirais à notre niveau, à notre échelle, hein, qui est infinitésimale par rapport à la leur en termes de moyens. Mais si on regroupe des ressources, on peut arriver à faire des choses intéressantes. Donc, ce sera un des thèmes central de ces journées à Ibiza. Donc, je vous invite à aller voir sur Strategica. Il y a le lien pour participer à ces rencontres si vous êtes intéressé. Je sais que c'est un certain investissement d'y aller, etc. Mais après, c'est aussi justement, ça s'adresse à des gens qui veulent passer un cap, je dirais, et monter d'un niveau à la fois en formation, mais aussi en termes de réseau, pour se connecter avec des gens qui travaillent à l'international et parce que c'est ça qu'il faut comprendre, ce sera le sujet, je pense qu'on évoquera, mais comme l'Europe maintenant est face à une crise structurelle, c'est-à-dire soit elle se transforme réellement en super État cybernétique totalitaire avec banque, monnaie numérique centralisée, etc., soit elle va se fragmenter, et de toute façon, ce sera une période compliquée
à affronter et dans laquelle il faudra avoir bien des bases de repli et avoir des stratégies de survie et je dirais même un éventail de possibilités et de stratégies selon la situation, l'évolution de la situation, vous voyez. Et plus vous connaîtrez du monde à l'international dans différentes zones, plus vous aurez la possibilité eh bien, de passer cette crise de Ouais. manière la moins destructrice possible pour vous Alors, et vos proches. je pense en effet, Pierre-Antoine Plaquevent, ça pourrait être transversal, même si on a décidé de dézoomer entre l'Europe et le reste du monde et l'ensemble du monde, puisque le titre de cette émission, c'est Nous sommes en guerre, non pas seulement pour paraphraser Emmanuel Macron, mais aussi parce que nous avons trois dimensions de la guerre. Une dimension qui est une guerre de conquête, évidemment, vous avez une dimension de guerre culturelle qui est de plus en plus flagrante, qui d'ailleurs nous revient maintenant en effet boomerang des États-Unis, et puis aussi une guerre spirituelle, une guerre religieuse, c'est un des objets de votre livre d'ailleurs avec Youssef Indy que je viens de citer. Peut-être débuter, vous parliez de Soros, vous parliez des ONG, et puisqu'on va parler d'abord de la France et de l'Europe, on apprenait cette semaine que 7,4 milliards, tiens, pour petite annonce pour François Bayrou qui cherche des sous, et Monsieur Lombard, le ministre de l'économie et des finances français, 7,4 milliards d'euros versés par l'Union européenne aux ONG entre 2021 et 2023. Oh, on en a perdu la trace. Bon, bénéficiaires mal identifiés, fonds concentrés, campagne floue, un rapport dresse un constat alarmant. C'est quand même extraordinaire. 7,4 milliards d'euros partis on ne sait où. Alors, quel va être le rôle de l'Europe? Est-ce que ça va devenir la nouvelle place forte des néoconservateurs qui sont obligés de migrer, chassés qu'ils ont été, et de quelle manière par un peuple d'une classe la working class, nous explique Christophe Guilluy, qui les a chassés du pouvoir parce qu'elle ne veut pas mourir. Eh bien, est-ce qu'ils ne vont pas migrer? N'ont-ils pas déjà commencé à migrer très fortement en Europe, ces néoconservateurs? Ce qui est sûr, c'est que, comme je vous disais, eux, ils sont transnationaux, donc ils ont souvent plusieurs nationalités aussi, donc ils ont et puis, ils achètent aussi des nationalités, des passeports où ils veulent, hein, ces gens-là. Donc ils ont je dirais plusieurs stratégies, ils ont des bases de survie vraiment au cas de vraiment de perspective la plus dure. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont augmenter, je dirais, la colonisation de l'Europe, puisqu'ils ne peuvent plus piller comme ils veulent leur Asie. Maintenant, l'Amérique aussi veut revenir à une doctrine géopolitique de type doctrine Monroe et de réaliser une espèce d'unité continentale Oui. autour de l'Amérique de Trump. Donc, ça va être, ils vont forcément s'attaquer, je dirais aux plus faibles en fait, hein, c'est-à-dire à la puissance herbivore par excellence, c'est l'Europe. Mmh. Et puis il y a comment dire, cette tragédie de l'Europe, c'est que l'Europe s'est construite après-guerre sur les bases, je dirais, du pacifisme et aussi de la balance, de l'équilibre de puissance avec le partenaire américain. Et en fait, chaque fois que que l'Amérique va être en crise, même économique, eh bien, l'Amérique fait en sorte que l'Europe reste elle-même en crise et que la balance ne pèse pas en faveur de l'Europe. Donc, et le problème, c'est que on parle de Vance, de Trump, etc. Mais le problème, ce n'est pas les élites américaines actuelles qui sont issues d'une forme de révolution conservatrice interne. C'est le problème de nos élites à nous, qui sont elles-mêmes issues de young leaders, qui sont des gens qui ont été façonnés par l'américanisme et par l'atlantisme. Donc en fait, ce sont des atlantistes qui ont perdu leur empire de soutien. Mais pour autant, ils n'ont pas une vision du monde alternative. Quand même, parce que finalement, c'est un débat que j'ai des fois avec quand j'ai des discussions avec je dirais des euro-globalistes ou des eurocentristes, je ne sais pas comment on peut les appeler,
qui nous disent oui, il faut maintenant, leur discours, c'est presque, ils se transforment en souverainistes européens, c'est presque vite, il faut faire la Festung Europa du libéralisme, quoi. C'est l'Europe forteresse du libéralisme, parce qu'on est assailli par les empires méchants, mais au nom de quoi? Sur quelle base? C'est-à-dire, quel va être le ciment pour faire cela? C'est-à-dire, si vous êtes entouré de ce que j'appelle des césarismes, c'est-à-dire, il y avait déjà le césarisme russe, les formes chinoises du libéralisme, etc. Puis maintenant, il y a le césarisme américain, donc occidental, qui arrive. Quel va être le césarisme européen? Et là, on touche du doigt quelque chose qui est un impensé de l'histoire de l'Europe. Allez-y. C'est qu'en fait, la dernière fois qu'il y a eu une tentative d'unité de l'Europe, bah oui, c'est le fascisme. Donc en fait, l'impensé, il est là. L'impensé est là. C'est-à-dire que si on regarde les siècles précédents, eh bien, quand il y a eu une des tentatives de faire un empire européen, bon, c'était d'abord Napoléon. Alors là, c'était un empire, on pourrait dire, révolutionnaire, illuministe face, on pourrait dire, aux puissances conservatrices de l'époque, et en fait, qui s'est heurté, là aussi, entre la terre et la mer, c'est-à-dire entre, à l'époque, l'Empire britannique et puis l'Empire russe, et qui essayait de négocier avec l'Empire russe pour faire le blocus continental avec l'Empire britannique, mais les intérêts russes aussi étaient liés en partie avec un bon commerce avec les Britanniques, donc ça n'a pas tenu. Et l'Europe s'est retrouvée, donc la première, et à chaque fois, je pourrais dire les aspirants César européens attaquent la Russie finalement, ils attaquent la terre pour desserrer l'étau qui vient de la mer. Et ils se retrouvent écrasés entre les deux, et l'Europe se retrouve avec les Russes jusqu'à Paris. Donc c'est tout à fait lumineux, c'est tout à fait juste. Voilà, un siècle plus tard, même tentative, même chose. Mais on pourrait dire là à rebours. D'ailleurs, on voit même la situation. On pourrait dire un thermomètre, c'est l'attitude de ce second césarisme face aux Juifs. C'est-à-dire, le premier césarisme napoléonien a émancipé les Juifs. Le second, lui, a voulu les désémanciper, finalement, les remettre dans des ghettos. Et là, mais on pourrait dire, en termes de systémie, c'est-à-dire en termes vraiment de géopolitique pure au-delà des idéologies, la configuration restait la même. Hitler a essayé de briser l'encerclement thalassocratique par le pacte germano-soviétique, sachant que ce pacte ne tiendrait pas éternellement non plus. Et l'Europe, à nouveau, s'est retrouvée écrasée entre les deux. Et là, les Russes jusqu'à Berlin. Ensuite, à partir du moment où vous avez la diffusion de l'arme nucléaire, à partir des années 50, et se crée une espèce d'équilibre de la terreur qui fait que on va dire, ces deux pôles fondamentaux, thalassocratie et tellurocratie, qui à ce moment-là après sont incarnés par l'URSS, eh bien, toute cette confrontation se déroule sur les marches de l'Eurasie, essentiellement, et là en Asie du Sud-Est, puis au Moyen-Orient, etc. Et à notre époque, c'est la même chose. Et la pression en Europe, elle est maximale parce que nous sommes la bande côtière entre justement l'Eurasie et la thalassocratie occidentale. Et si vous regardez toutes les crises géopolitique, comment dire, en Europe, eh bien, il y a un arc de crise qui court depuis la mer Baltique jusqu'à la mer Noire, et en fait jusqu'à la Méditerranée, jusqu'à la mer Rouge. Si on regarde, avec la guerre avec le Yémen et le Yémen qui attaque régulièrement les bateaux et Israël en mer Rouge, eh bien, vous avez ensuite jusqu'à l'océan Indien. Et donc là, vous avez en fait tout un arc de crise comme ça qui court. Et si vous continuez, vous avez ensuite d'autres territoires comme plus loin la Birmanie, qui aussi est sous la pression, pareil, de la pression chinoise d'un côté et occidentale de l'autre. Et en fait, vous avez tout cet arc de crise qui a été théorisé par les géopolitologues anglo-saxons depuis longtemps, et qui est en fait ce Rhineland eurasiatique qu'il faut tenir, parce que c'est en même temps la zone où on a la plus grande dynamisme économique. Donc c'est une zone qui est fondamentale pour laquelle il est fondamental de garder le contrôle. Alors Pierre-Antoine Plaquevent... Donc l'Europe est dans cette situation-là. Alors, elle est sous cette pression maximale. Et en fait, elle ne peut pas s'unifier en quelque sorte. Alors voilà, elle est à la fois sous cette pression et en même temps, elle cherche à desserrer l'étau justement par une dimension impérialiste. Mais
vous avez, moi, vous savez que j'apprécie le mythe. Et le mythe européen est extrêmement intéressant parce que c'est un peu le destin, semble-t-il, de cette Europe, c'est d'être raptée parce qu'elle est désirée par tous, la belle princesse phénicienne. Et vous avez à la fois ceux qui viennent d'Atlantique et qui ont envie finalement de la capter dans son intérêt et pour sa propre jouissance, et inversement, venant d'Asie aussi, quelque chose qui est une entreprise justement de colonisation. Donc il y a ce risque aussi d'être systématiquement colonisé. Or, on se rend compte, et peut-être que dans cette période justement de Pâques, où je vous laisse votre paix et je vous donne ma paix, eh bien, il y a ce difficile équilibre entre être colonisé ou être dominateur et expansif. Comment trouver si j'ose dire, une troisième voie, justement ? Moi, je pense que la troisième voie était trouvée, par exemple, à l'époque où Schröder et Chirac et Poutine essayaient de créer une forme d'axe Paris-Berlin-Moscou au niveau géoéconomique. Bon, mais ça, qui a empêché cela de manière systématique? Ce sont les atlantistes. Parce que justement, les atlantistes savent très bien que s'il se crée un corridor, je dirais, de coopération stratégique et même juste géoéconomique entre la France, l'Allemagne et la Russie, eh bien, oui, la Grande-Bretagne et l'Amérique se retrouvent périphériques. Donc là, il s'agit effectivement, même si l'Amérique va être en recul et est en train de pousser vers une forme de nouvel ordre mondial organisé en grandes régions, leur but, c'est que l'Europe n'aille pas dans la sphère d'influence ou se rapproche de la sphère d'influence eurasiatique. C'est qu'il y a toujours quand même une crise, ou même une crise gelée. Vous parliez tout à l'heure de l'Ukraine, de l'achat des missiles patriotes par rapport à l'Ukraine, etc. C'est-à-dire que les Américains auront obtenu ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ils vont négocier avec les Russes sur notre dos. C'est nous qui passons pour les méchants, les hystériques et les hypocrites, parce qu'il faut bien comprendre ça. En fait, donc ça rejoint la question de la guerre culturelle et de l'idéologie. C'est-à-dire au nom de quoi? Parce que maintenant on est rentré là-dedans. C'est aussi François Martin, que vous connaissez, qui parle de ça. On est maintenant dans la phase de la guerre culturelle chaude. Là, tout à fait. Donc, nous, si on ne produit pas, si l'Europe ne produit pas sa propre, je dirais, idéologie conservatrice, alors qu'on rentre dans un monde post-libéral, eh bien, on va se retrouver complètement broyé parce que ça ne fonctionne plus. Pourquoi les Américains lâchent leur soft power mondialiste qu'ils ont utilisé pendant les 30, 40 dernières années? Parce que ça ne marche plus. C'est-à-dire maintenant, c'est perçu comme tel. Vous ne pouvez plus arriver avec l'USAID, Soros, etc., même l'OMS, etc. Dans plein de pays, ça ne marche plus. Donc, il faut autre chose. Il faut un soft power maintenant conservateur. Donc, c'est ce qu'ils essayent de déployer. Et donc, nous, en Europe, alors, on peut décider, et ça semble être la ligne un peu macroniste, c'est-à-dire on devient effectivement la terre de refuge pour tous les libéraux globalistes du monde entier, pour tous les métropolitains, comme dirait Guy Lui. Mais ça n'a qu'un temps. Et surtout, sur quelle base? Donc là, on revient à ce que vous disiez, c'est-à-dire que Napoléon puis Hitler avaient une idéologie autour de laquelle faire l'unité européenne. Oui. Nous, ça va être quoi? C'est la société ouverte. C'est-à-dire la société ouverte dans un monde qui se referme. Donc c'est juste l'Europe qui reste une société ouverte. Bon, c'est ça, déjà, c'est le fondement. Le wokisme, alors que tout le monde sort du wokisme, c'est des principes. En fait, le problème de cette idéologie de société ouverte que j'avais étudiée dans mon premier livre, c'est que c'est une idéologie qui n'est pas positive, qui est négative, et c'est le problème je dirais, du globalisme en général. C'est-à-dire c'est une idéologie qui est contre quelque chose, qui est contre donc les sociétés fermées, contre ce qui serait les droits de douane, parce qu'on est libre. Voilà, mais sauf que ça n'est pas il n'y a pas de contenu positif. C'est-à-dire il n'y a pas de donc du moment que vous n'avez pas un contenu positif, vous êtes condamné à être contre. Et quand vous êtes plus en plus, c'est la conséquence d'une destruction finalement. Le globalisme, on l'a vu, on le voit même sur les cérémonies des JO. C'est la conséquence de la destruction, c'est le néant, c'est le vide. Il n'y a rien d'autre. Mais sauf qu'effectivement, on peut penser que derrière, comme on l'a bien vu pendant les JO, il y a en fait la religiosité de ces élites, qui est de type ésotériste de carton-pâte, occultiste de carton-pâte en plus, parce qu'on la voit actuellement même aux États-Unis. Vous avez vu la mise en scène qu'a fait
Bezos, là, avec son espèce de compagnon, là encore, toujours ces mêmes mœurs étranges, et qui est censé être allé dans l'espace, être revenu. Quand vous regardez les images, ça ne tient pas la route, mais en fait, il y a tout un symbolisme derrière ça, en fait, de renaissance cosmique, etc. Et en fait, nos élites Alors sont il y a dans tout le un côté, délit. voilà, intelligence artificielle. Bah, d'ailleurs, je parlais des JO, mais à la fin des JO, après, vous avez les JO paralympiques. Donc on est sur un Ouais, c'est monde ça, prothésique, IA, exactement. Ouais. hybridation, robot, Oui. homme. Alors ça, le problème, c'est peut-être ça, c'est que le paravent de l'idéologie, je dirais, européiste officielle, c'est la société ouverte, c'est le libéralisme centriste, c'est vraiment quelque chose de complètement fade, qui ne tient pas la route face aux libéralismes concurrents. Mais le problème, c'est que derrière, il y a autre chose, effectivement, et c'est ce transhumanisme, Voilà. mais là encore, je dirais, ce transhumanisme de gauche. C'est-à-dire qu'il y a une rupture dans le transhumanisme. Quand on voit Elon Musk ou Peter Thiel, des gens comme ça, c'est un transhumaniste une forme de césarisme cybernétique qui veut revenir à des fondamentaux de la puissance. Et notamment, par exemple, sur la question de la démographie. Ça, c'est central. Ce que j'avais montré dans mon livre Globalisme et des populations, c'est que, par exemple, des oligarques type Gates, eh bien, sont pour la décroissance démographique radicale. Ils veulent qu'on arrive à 1 milliard et demi d'habitants à l'échelle 2050 pour qu'on ait atteint ce qu'ils appellent le bilan carbone neutre, quoi. Donc Mhm. la neutralité carbone. Bon, le carbone, c'est la vie, donc on se demande ce qu'ils entendent par là. Mais donc, à mon avis, ça veut dire que pour eux, ils auront pris le contrôle complet sur la biosphère à l'échelle 2050 et ils auront réalisé le projet Davos, la fusion du vivant et de la cybernétique. Mais pour ça, sont des idéologies. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit réalisable. Mais le problème, c'est qu'ils vont vers ça. Mais là, maintenant, vous avez une rupture au sein du transhumanisme et vous avez des gens, comme Musk, lui, va avoir une position là plus capitaliste classique. Il va dire non, non, on a besoin de consommateurs et de producteurs. Et on doit en plus aller sur Mars. Là encore, objectif irréalisable, mais c'est, on va dire, un horizon d'attente. C'est peut-être un horizon d'attente moins malsain que de dire aux gens, enfin tout aussi puéril, mais peut-être moins malsain que de dire aux gens, vous allez tous mourir parce que Gaïa est polluée par les humains. Mais donc vous avez une rupture au sein de l'oligarchie même là, sur ces questions-là. Et le problème, c'est que l'Europe semble, elle, continuer sur, on va dire, sur l'idéologie des années, comment dire, de la fin de l'histoire, etc., de la l'idéologie globaliste pure qui avait cours à partir des années 90, hein, au moment de l'unipolarité triomphante, et quand c'était les États-Unis qui portaient ça. Donc maintenant, l'Europe veut se faire un peu le porteur de cette idéologie au moment où elle est démonétisée, rejetée par tout le monde, et puis surtout rejetée par la partie encore vivante de la population européenne elle-même. Et on le voit, on le voit dans tous les pays qui se soulèvent contre l'eurodictature, en Roumanie, ailleurs. Alors à chaque fois, on va parler d'influence russe, de gens, c'est-à-dire que ça fait quand même des millions de gens à travers l'Europe qui sont déjà sous emprise russe. Non, ce sont des gens qui ne veulent pas, enfin qui ont compris où est leur intérêt, quoi. Donc c'est Hmm. tout. Et donc, il y a Oui. pardon, oui, sur ça, donc nos dirigeants européistes sont face à ces deux courbes que j'analyse depuis longtemps et qui maintenant se télescopent. C'est la courbe, enfin, c'est-à-dire se confronter à des concurrents stratégiques géopolitiques extérieurs et aussi le rejet par les populations elles-mêmes du projet euroglobalisé. En tout cas, par une partie assez significative des Et de plus populations en pour que plus ça crée, significative. voilà, Ouais. et pour que ça crée une perturbation interne et systémique. Pierre-Antoine, on va revenir avec vous tout de suite après ce très court Bobino, si vous le voulez bien. À tout de suite. Mmh. C'est vrai que c'était le très court Bobino. Je voulais aller saluer Mike Borowski, qui, je l'ai vu paraître, et d'ailleurs disperser fortement ces dames. N'est-ce pas, Lara Stam, qui n'est plus là d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Vous ne suivez pas la fin de l'émission. C'est pas, pourtant, on n'en est qu'à la moitié. Si vous l'écoutez, c'est déjà pas mal. Très bien. Nous sommes donc dans ce libre journal de géopolitique profonde, en compagnie de Pierre-Antoine Plaquevent. Rappelez-nous, Pierre-Antoine, ces cours en ligne de géopolitique, Alors, si vous voulez bien. Donc, c'est le cours Polémos sur Pierre-Antoine Plaquevent.substack. Voilà, vous cherchez Pierre-Antoine Plaquevent Substack et vous pouvez vous abonner à ce cours.
Vous pourriez y accéder aussi ensuite via Stratégica. Et puis, comme je vous disais, il y a le séminaire de géopolitique internationale auquel je participe au Baléares du samedi 17 mai au lundi 19 mai. Voilà, Mm. pour ceux qui veulent se Merci déplacer. Pierre-Antoine. Une revenante, tiens. Françoise, ça fait longtemps qu'on avait eu de ces nouvelles. En effet, bonjour Lara, Nicolas et votre invité. Coucou, me revoilou. Voilà, elle est exposée. C'est une artiste peintre, Françoise Vella, avec 5 expositions. Bah dites donc. Bon, elle nous cite le Talmud. Hein, elle n'a pas, par contre, elle ne faiblit pas notre Françoise. Texte du Talmud. Alors je ne sais pas si tous les peuples de la terre seront enchaînés au trône d'Israël à la suite d'une guerre mondiale atroce où les 3/4 des populations seront décédées. Il y a une faute de frappe là. Il faudra 300 ânesses pour porter les clés du trésor. Bon, moi, je connaissais pas. J'avoue que je n'ai pas de connaissance exhaustive du Talmud, mais c'est donc à notre méditation. Merci Françoise. Alors. Pierre-Antoine Plaquevent, donc là on a un petit peu développé ce qui se déroulait sur cet isthme eurasien qu'est l'Europe. Il y a des théories en vogue actuellement comme quoi il y aurait 3 grands blocs, puisqu'on est un petit peu, on sort de des nations et des États-nations qui ont quand même été, qui ont structuré l'ordre mondial. Depuis plusieurs décennies, même si ce monde était unipolaire. Le monde multipolaire qu'on nous prépare, dont on rappelle d'ailleurs qu'il n'est pas une idée en soi, mais seulement la conséquence d'un rapport de force, aurait 3 grands blocs. C'est le monde de la guerre des titans, un bloc asiatique, un bloc américain. Il y aurait ce 3e bloc qui regrouperait, qui irait au-delà, en tout cas par exemple pour le forum de Davos, qui regrouperait l'Europe, le Proche-Orient, Moyen-Orient et l'Afrique, comme 3e grand bloc entre ces deux. Alors, est-ce que ça serait une façon, en tout cas c'est leur façon à eux, d'essayer de desserrer l'étau, justement, en englobant avec l'Europe, à la fois donc c'est comment Marc-Gabriel Draghi, qui est le permanent des matinales du vendredi matin, qui nous a développé ça hier. J'ai trouvé ça assez fumeux, c'est le moins qu'on puisse dire, et d'ailleurs il me rejoignait, mais en tout cas, c'est un petit peu ce que propose Davos, pour justement desserrer l'étau. Oui, en fait, on est toujours en géopolitique, vous savez, il y a toujours des modélisations qui servent à se projeter aussi. Mais en fait, là encore, hein, il y a une récurrence, puisque dans les années 30, vous aviez l'Eurafrique. Les pays de l'Axe, et notamment l'Italie fasciste, avaient théorisé l'idée d'Eurafrique. Bon, et c'est pour ça d'ailleurs que les Italiens voulaient leur part dans la colonisation en Afrique, même si c'était avec un temps de retard et presque en décalage historique avec les autres. C'est pour ça qu'on a pu à l'époque les culpabiliser. Mais en fait, c'était la même logique, hein, effectivement, briser cet encerclement. Et c'était c'était à l'époque Carlos Hofer qui avait. En fait, on est sur un débat qui en fait a connu un siècle. Il y a un bégaiement d'un siècle là. C'est-à-dire qu'on revient dans les débats de l'après-Première Guerre mondiale, quand justement l'ordre européen s'était effondré et qu'on cherchait à créer une nouvelle forme d'architecture de sécurité internationale. Alors après la Première Guerre mondiale, les globalistes ont tenté leur coup de force. Hein. C'est là qu'ils ont vraiment mis en place, via les États-Unis, et donc autour du président Wilson, l'appareillage mondialiste qui dure jusqu'à nos jours, que ce soit la réserve fédérale qui a été installée juste en 1913, peu avant la Première Guerre mondiale, le Council on Foreign Relations, qui a été installé après la Première Guerre mondiale dans la suite du traité de Versailles, qui est le think tank qui guide la politique internationale américaine dans le sens mondialiste depuis un siècle. Tous ces organismes-là ont été faits à peu près autour de cette période, et vous aviez déjà une critique à l'époque qui commençait à émerger et qui disait en fait, le système basé sur les États-nations ou les empires classiques a conduit à la Première Guerre mondiale. Il y a soit le système globaliste qui en fait sera toujours une forme d'impérialisme finalement anglo-américain sur les autres, mais on peut peut-être trouver une 3e terme qui serait effectivement réorganisation du monde en grands espaces stratégiques autour de puissances un peu stabilisatrices. Et c'est là que Carlos Hofer
avait proposé dès les années 20 une carte du monde en fait qui était organisée en blocs continentaux. Et justement, l'Europe c'était l'Eurafrique. Avec le débouché de l'Europe, c'était sur l'Afrique. Donc c'est en fait les puissances. Il y a une logique. Hein, c'est les puissances les plus développées sont au nord, et donc elles plutôt que de s'affronter frontalement, elles peuvent déployer leur énergie vers une forme de colonisation vers le sud. Et c'est Oui, ce qu'on va voir. C'est ce que les États-Unis veulent faire là. Les États-Unis veulent par rapport au unifier. Panama, par rapport à Voilà, ils veulent déjà unifier donc la partie, je dirais, la plus développée du continent ouais, le américain, Nord, des oui, deux oui. continents américains, Mhm, le mhm. Nord, et puis se Jusqu'au Groenland. redéployer vers le Sud. Oui. Voilà. D'où le soutien à des régimes amis, hein, type d'installer des Milei, des gens comme ça, Oui, d'essayer Argentine, de oui. pousser, voilà, d'essayer de pousser le Venezuela dehors. Voilà, ils sont dans cette logique-là. L'Europe va être logiquement, je pense, oui, effectivement, a tout intérêt à faire ça. D'où l'enjeu, effectivement, de la confrontation en Afrique, hein, alors on parle la France face à la Russie, mais en fait là c'est aussi la France même intra-européenne, la France face à l'Italie, en fait, parce que l'Italie a développé tout un plan justement qui reprend là encore, hein, un peu des. Ce qui est intéressant avec la géopolitique, c'est qu'on n'est pas, on peut avoir une analyse qui est au-delà de la morale, c'est-à-dire qu'on a été immobilisé par je dirais, un gel comme ça de moraline. On était pétrifiés par le regard de la méduse là depuis Oui, justement l'après-guerre. Maintenant, si on revient à des analyses géopolitiques, on voit oui, qu'au-delà des idéologies, oui, les fondamentaux restent les mêmes. Et donc, en fait, absolument. les puissances, quelle que soit leur idéologie conductrice, sont obligées de s'adapter à ces fondamentaux-là. Donc, on va revoir des choses. Oui, par exemple, sur l'idée de. On a souvent cette idée, certains disent oui, mais regardez, les mondialistes aussi, que ce soit Koudnov, Kalergi, jusque même Davos aussi, on peut avoir une idée d'un multipolarisme mondialiste, c'est-à-dire avec un mondialisme organisé en grands blocs, des régions, où effectivement là tout serait numérisé dans ces grands blocs, etc. Oui, c'est vrai, mais vous avez aussi vous avez les deux tendances. Par exemple, Koudnov-Kalergi, au même moment que Karl Hofer, lui proposait une Europe qui est dans l'idée de l'Europe actuelle, c'est-à-dire une Europe métisse qui avait comment dire, vocation à attirer toutes les populations d'Asie et d'Afrique pour créer une nouvelle race gouvernée par une nouvelle aristocratie. Voilà, mais à la même époque, un Koudnov-Kalergi proposait aussi, un Karl Hofer ou un Carl Schmitt ou d'autres proposaient aussi une réorganisation du monde en grands espaces, mais le contenu n'était pas le même. Vous voyez, donc tout dépend aussi du contenu. Et c'est le problème de l'Union européenne, enfin de la puissance, de l'idée d'Europe stratégique. C'est-à-dire que c'est bien gentil, une Europe stratégique, mais au nom de quoi? C'est presque. C'est le contenant, c'est pas le contenu. C'est comme le souverainisme. Enfin, c'est-à-dire, c'est la forme, hein, c'est pas l'idée fondatrice. Donc, Mhm. tout va se poser là-dessus. Je pense que l'enjeu va être vraiment là. Donc, et en fait, en Europe, on est paralysé par en tout cas, ce sont nos élites qui nous paralysent avec ça, avec cette espèce de legs de la Seconde Guerre mondiale, où effectivement, voilà, on peut plus penser les politiques de puissance parce que la puissance mène toujours, en fait, mène à Auschwitz, quoi. Enfin, donc c'est toujours la même idée. Et d'ailleurs, on voit, je vous parlais de qu'on voit, si on fait une vision un peu historique sur le temps long, un peu plus long, on voit effectivement Napoléon, l'attitude de Napoléon face aux Juifs, c'est de les émanciper. Et il veut faire en même temps l'unité continentale. Un siècle plus tard, Hitler veut faire l'unité continentale, et là, l'inverse, il veut persécuter les Juifs. Et maintenant, un siècle après, de nouveau, on veut faire une unité continentale, mais là, on nous dit c'est les valeurs de l'Europe, c'est le Talmud. Donc, vous avez cité le Talmud tout à l'heure. Voilà, donc on a quand même un problème avec ça. On pourrait peut-être arriver à se défocaliser un petit peu et peut-être à penser les choses en termes d'Européens d'abord, quoi, avant de dire, enfin, d'essayer toujours de se positionner face à ça qui finalement. Mais bon, il y a une logique interne, hein, c'est pas. Pour moi, la logique, elle est simple, c'est que nos élites ont une. Comment dire, toutes les élites fonctionnent avec une forme d'ésotérisme, en fait, pour pouvoir avoir un ciment entre elles face à la multitude. Voilà. On l'a bien vu aux Jeux Olympiques, etc. Donc, et je pense que un peu l'ésotérisme de nos élites, c'est le judaïsme politique sous différentes formes, et en fait qui vont s'affronter. C'est-à-dire ceux qui vont être pour un judaïsme politique
de type un peu autoritaire, avec tout comment dire, la centralité d'Israël, du troisième temple reconstruit, etc. Puis ceux qui vont être dans un plutôt judaïsme politique globaliste, diffus, qui est cette idée un petit peu à la Jacques Attali, qui dit que oui, Jérusalem doit être la capitale d'un nouvel ordre mondial, mais ça doit être une forme d'ordre cosmopolite. D'ailleurs, Attali lui-même critiquait les nationalistes israéliens en disant ça suffit, cette obsession pour, comment dire, le racialisme israélien, puisqu'en fait, on a besoin de plus de juifs dans le monde. Donc, en fait, on a besoin de gens qui se convertissent. On ne peut pas être dans l'obsidionalité, parce que lui, justement, il ne pense pas comme les Likoudniks, comme d'abord à une forme d'État-nation impériale locale. Il pense à quelque chose qui est transnational. Donc, il disait, on a besoin de 200 à 300 millions de juifs. Voilà. Donc, dans son idée, c'est un petit peu une élite mondiale. Voilà. Donc, vous avez ces deux formes qui s'affrontent. Et je pense que ça constitue une espèce je dirais, d'ésotérisme politique pour nos dirigeants, et c'est pour ça que ça ressort des fois dans le discours, comme von der Leyen qui nous dit c'est les valeurs du Talmud. Bon, après, avec le fait que les Allemands se sont obligés, Elle j'imagine, dit d'en faire l'Europe, plus. oui, elle a dit, bon, c'était en 2022 pendant la crise Covid, elle était à l'université Ben Gurion, Voilà, c'est ça. et en effet, elle a dit voilà, les valeurs de l'Europe, et ce depuis maintenant plusieurs décennies et pour le futur, ce sont les valeurs du Talmud. On est pour le moins surpris, sachant que nous étions, nous, plutôt sur un débat sur les racines chrétiennes de l'Europe, et non, évidemment, sur ce côté moi je trouve totalement fumeux Non, mais parce du que Talmud. en fait, ces gens-là ont comment dire, s'estiment, en fait, ils sont tenus par une espèce Pour lequel j'ai une tous les gens comme, indifférence d'ailleurs totale. oui, oui, voilà, mais ces gens-là, comme les von der Leyen, les gens, ou même Klaus Schwab et tout, sont tenus même par un héritage de culpabilité, même familiale, hein, face à ça. Donc, en fait, ils se Là, vous sentent, avez je un pense, auditeur obligés. qui dit: le surgissement d'un tyran est possible en Europe, nous sommes en plein nazisme, Ein Reich, ein Volk, ein Führer, telle devient la devise dans l'Empire européen. Bon, c'est un peu contradictoire avec les valeurs du Talmud, ça. Non, Non, parce qu'en fait, non, Ah, déjà non, parce que si vous regardez et pourquoi donc? ce qu'avait dit un des accusés tribunal de Nuremberg, qui avait dit, bah, nous n'avons fait qu'appliquer les lois d'Esdras. Donc il avait dit, voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait, dans l'idée qu'ils avaient poussé eux aussi par mimétisme une forme de racialisme jusqu'au boutiste. Mhm. Mais il y a toute une généalogie hein, là-dedans. Si on remonte, comment dire? En fait, il y a une logique, et là, comme on est dans le temps pascal, on peut peut-être faire cette digression-là, mais Oui, c'est la logique de la question du sacrifice. oui, absolument. C'est-à-dire, vous Allez-y. parliez par exemple de cette personne qui appelait au massacre de Russes, ou que les Russes ne font pas partie de l'humanité, Elle est etc. à Enfin, la poédienne l'ukrainienne. Oui. voilà, l'Ukrainienne. Juste avant de vous laisser faire cette digression qui va m'intéresser et qui intéressera nos auditeurs à n'en pas douter, j'ai un long message de Jean-Pierre. Eh bien, Jean-Pierre, je vous répondrai, mais en privé. Voilà. D'ailleurs, j'ai deux messages. Je suis en retard d'échanges privés qui ne regardent pas directement l'ensemble de nos auditeurs. Et donc, je répondrai à Jean-Pierre. Voilà. Excusez-moi. Je vous en prie, Pierre-Antoine Plaquevent, vous pouvez continuer. Donc, c'est sur la question, oui, la place du sacrifice. En fait, si l'Europe, si la matrice de l'Europe, ce n'est donc pas le christianisme, c'est le talmudisme. Bon, le christianisme, c'est basé sur le sacrifice, la rédemption des péchés humains par le sacrifice de la divinité pour les humains. Une des personnes, si on suit la logique chrétienne, une des personnes de la Trinité donc, s'incarne, prend sur elle les péchés des hommes et nous fait passer d'une économie qui était celle de l'Ancien Testament et du monde païen, où on sacrifiait quelque chose de précieux ou l'autre au nom de la divinité, à quelque chose où c'est la divinité elle-même qui se sacrifie pour nous, et en imitant ce sacrifice, nous-mêmes, on se sauve, et en fait, d'où le fait qu'on rentre dans une économie où en fait on doit prendre soin du prochain. Et on ne peut plus rejeter des pans entiers de l'humanité en disant, voilà, comme c'est le drame du nationalisme ukrainien, hein, de dire les Russes ne font pas partie de l'humanité, ou justement, comme faisaient les nationaux-socialistes, donc les Juifs ne font pas partie de l'humanité. En fait, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, si la matrice de l'Europe, c'est le christianisme, on ne peut pas fonctionner comme ça. Et le problème, c'est que les systèmes qui sortent
du christianisme, eh bien, rentre forcément, donc c'est tous les travaux Sur un de retour Girard, sacrificiel. Ouais. sur un retour sacrificiel. Et donc, il y a forcément un bouc émissaire. Il faut chercher un bouc émissaire. Et là, on sent en Europe cette chose-là. Ouais. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'avait dit, je crois, Maffesoli au moment des Gilets jaunes ou un peu après. Il avait dit le sang va couler, quelque chose comme ça. Mais il y a cette idée-là. C'est-à-dire, il y a comme une espèce d'épée de Damoclès qui est suspendue et qui attend de savoir sur qui va être le bouc émissaire. Alors, Ouais. les uns travaillent à ce que ça soit les musulmans, les autres à ce que ça soit tel autre, les autres. Et en fait, les Russes, etc. Donc il faut qu'à un moment donné, la violence, parce qu'en fait, tout le but du politique, c'est quoi? C'est contenir la violence. En fait, le but du politique et de la religion, c'est gérer la violence Le inhérente sacré à la nature contient, humaine. voilà, Girard Voilà. disait, le sacré contient la violence, mais dans les deux sens du mot contenir. Et c'est exactement ça. Et donc, il va y avoir un rejaillissement de cette violence. Donc, soit on fait des populations qui sont changées de l'intérieur. Là, vous parliez tout à l'heure le samedi saint, finalement, quand le Christ descend aux enfers. Mais c'est réellement, si vous suivez toute la participation au rite pascal, en fait, vous avez vraiment ça. C'est le mythe absolu. C'est-à-dire, c'est réel et en même temps, ça reprend tous les mythes de l'humanité où, en fait, le Christ, là, la divinité descend en nous-mêmes, elle descend dans l'humanité et là, elle descend jusqu'aux enfers. Oui. Donc, et en nous-mêmes, c'est comme dans la communion. Hein. Quand on communie, on ingère quelque chose qui rentre en nous jusque dans la partie la plus grossière de notre personne, hein, par les intestins, et qui remonte progressivement et qui va nous diviniser de l'intérieur, nous spiritualiser. Oui. Bien, si on rejette ça, on est forcément dans le culte matérialiste d'autres choses, et le culte ça va être toutes sortes d'idéologies, hein, et ça peut être l'État, ça peut être le politique, ça peut être la science, ça peut être, maintenant c'est le transhumanisme, voilà, on pense se sauver par le transhumanisme, donc vous parliez là de l'idéologie prothésiste, c'est-à-dire à la fin on arrive à quelque chose de complètement absurde, et en fait, quelque chose qui est justement contre le vivant. Et donc à la fin, ben, forcément, et on a des élites qui ont une idéologie, je pense, suicidaire là-dessus. Quand on Oui. parle de cette idéologie de dépopulation, Oui. quand vous regardez qu'ils ont tous en tête cette idée qu'il faut descendre, même si c'est pas réalisable, que en fait les problèmes écologiques sont du fait que nous soyons trop nombreux. Déjà, ça c'est une nouvelle façon de culpabiliser l'humanité. Donc en fait, si vous rejetez le fondement chrétien de l'Europe, que vous soyez croyant ou non, vous rejetez la possibilité de construire en fait une cité sur des bases saines. Et en fait, quand Macron dit on est en guerre, oui, on est en guerre. Enfin, l'enfer est d'abord en guerre contre lui-même. Hein. Les démons se font la guerre entre eux. Et donc, La maison de c'est pour ça Satan qu'on est est, divisée contre elle-même. Oui. voilà, on est dans cette situation où en fait, pourquoi l'espace public devient de plus en plus hétérogène et invivable? Oui. Parce que, et ça pose encore une fois le problème de l'idéologie qui gère le politique, c'est parce que l'idéologie interne du projet politique dans lequel nous vivons est nihiliste, délétère, et en fait c'est un vide, donc un trou noir qui attire forcément, qui n'a plus, il n'y a plus de centre de gravité. Donc, voilà. Mais je pense que là on arrive, alors là c'est un autre travail dont je parle dans les cours de géopolitique, c'est les Allez-y, théories Pierre-Antoine. de psychologie politique. Et notamment, ça c'est quelque chose, c'est là qu'on voit que on a été en plus pendant les 20 dernières années dans un mauvais américanisme, c'est-à-dire qu'on nous a même pas parlé des choses intéressantes qui se passaient aux États-Unis, comme par exemple ce livre qui s'appelle Le quatrième tournant, The Fourth Turning, Oui. qui a été écrit dès les années 95 par deux politologues américains, Strauss et Howe, et qui en fait expliquait que pour eux, l'histoire est une succession de cycles qui en fait se répètent, enfin des cycles générationnels. Et donc ils annonçaient pour notre époque à l'arrivée d'une crise structurelle. En fait, ils faisaient une modélisation qui était en fait qui disait que tous les 20-25 ans, donc vous aviez un cycle qui dure à peu près un siècle. Et eux, évidemment, par rapport à l'histoire américaine, ils partaient, on va dire, de la victoire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ils disaient, à partir de là, ça crée une période, première partie du cycle, vous avez une période qui est la période high, élevée, où en fait, qui est fondée par les héros qui ont gagné la crise précédente. Oui. Et après, vous avez la période suivante, c'est la période d'un réveil spirituel et de rejet des institutions. Donc ça, c'est plutôt les années 60, justement, tout le mouvement des mai 68, des hippies, etc., bon, qui était ensuite justement utilisé par la CIA à travers le monde. Ouais.
Puis vous avez, à partir de là, ensuite, suite à ce mouvement un peu de rejet des scléroses institutionnelles, une fragmentation sociale et un déclin institutionnel qui commence à s'installer. Et donc ça amène une quatrième crise. Et en fait, chaque génération, puisque ça dure 20-25 ans, comment dire, il y a des générations qui correspondent un peu à ces époques à ces époques. Et la dernière époque, c'est une période de crise qui transforme la société, où là vont apparaître justement de nouveaux héros qui vont réinstaller une période de stabilité après cela. Je trouve cette modélisation intéressante. À l'heure où on parle, on voit bien dans notre société les clivages, les générations qui ne peuvent plus communiquer entre elles parce qu'elles ont vécu dans des espaces-temps différents. Et ça se répercute. Là, vous parliez des conversions et des baptêmes exponentiels. Oui. C'est lié à ça. C'est pour ça, par exemple, on pourrait dire les journaux, j'aime pas trop ce mot-là, mais boomers font leur titre en disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que les jeunes se convertissent, et puis les jeunes, eux, notamment sous la pression de l'immigration musulmane, se disent attendez, nous on n'est pas rien, quoi. On a bien une tradition, et donc eux reviennent à la tradition, et ils peuvent même sauter plusieurs générations, ils peuvent revenir à ce qu'ont connu leurs grands-parents. Et c'est ce qu'on voit même au niveau politique, en fait. Les très jeunes gens ont des référents politiques qui sont plus proches de ceux même de nos grands-parents à nous que de ceux de nos parents, en fait. Et ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, tout n'est pas perdu encore. Je veux dire, malgré tout ce qui est fait. Je pense qu'il y a là aussi d'où l'obsession pour le contrôle démographique. Parce que c'est ce qu'avait théorisé Nixon dans le rapport qu'il avait... rapport NSM 200 qu'il avait proposé pas Nixon, Kissinger, qui avait proposé ce rapport à Nixon dans les années 70 en disant les États-Unis doivent favoriser une démographie basse et un contrôle de la natalité partout où ils ont des intérêts géostratégiques, et notamment l'accès à des matières premières stratégiques. Et ils doivent le faire via la promotion de la révolution sexuelle, de l'accès à ce qu'on appelle la santé reproductive, donc la contraception, etc., et même à l'époque l'avortement. Voilà. Donc ça avait été théorisé, ça, et je pense qu'on est toujours dans cette volonté-là de ce que veulent faire les mondialistes. D'ailleurs, avec des technologies aussi, et je donne raison à cet auditeur qui nous dit il n'y a pas eu crise Covid, mais une manipulation Covid. Les personnes qui entendent cela comprendront que ça entre aussi dans la question du contrôle des naissances. Exactement, tout à fait. Et là, exactement. Dans mon livre Globalisme et des populations, je montre vraiment les travaux qui ont été faits en ce sens, dans le sens de ce qu'on appelle l'immunocontraception, en fait, qui est utilisé en Inde et ailleurs, qui est utilisé au Kenya aussi. Donc c'est qui est utilisé en fait aussi sur les animaux de compagnie, en fait. Donc comme on est un peu du cheptel humain, human cattle, comme disait Karl Popper. Les habitants des sociétés traditionnelles sont un peu un bétail, disait Karl Popper, tant qu'ils ne sont pas arrivés au stade éveillé de la société ouverte. Donc, pour l'instant, voilà. Donc, on est encore au niveau du bétail, mais donc on peut nous traiter comme tel. Donc mais bon pour le sacrifice aussi. Et bon pour le sacrifice, justement. Exactement. Tout à fait, parce qu'il faut bien sacrifier quelqu'un et quelque chose. C'est vrai que oui. Mais le Covid joue, ça c'est ce que disent certains Américains proches de Vance ou de Trump, ça a joué le rôle justement d'un Great Awakening, un grand éveil. Parce qu'en fait, plein de gens qui n'étaient pas touchés par ces thématiques directement ou qui ne s'y intéressaient pas de près ont été obligés de se positionner. C'est sûr. Donc en fait, ça crée, et à partir de là, ça crée en fait et je pense que c'était la dernière, je ne sais pas si c'est la dernière, mais c'est la tentative d'essayer de sauver la démocratie, la dernière tentative de sauver la démocratie. Je ne sais pas s'ils arriveront à reconduire maintenant, dans un monde aussi fragmenté que celui dans lequel nous rentrons, quelque chose d'aussi global. D'où le narratif dans la dernière grande peur, c'est la Grande Guerre. C'est la Grande Guerre, mais qui est en fait, elle est matériellement impossible, la Grande Guerre. Alors, à cause de la question nucléaire, oui. La question nucléaire et la question des vecteurs hypersoniques qui iraient frapper même directement les décideurs très rapidement. Et ça, je veux dire,
Vous n'avez même pas besoin de charge nucléaire avec un vecteur hypersonique, vu l'énergie cinétique, vous détruisez déjà. C'est vrai que le petit Jupiter dans son petit PC, dans son petit bunker, n'est pas à l'abri, est à portée d'un Orejnik, qui le médite d'ailleurs. Mais je pense qu'en fait, ils le savent très bien. Mais ce qui est malsain, c'est qu'ils se servent de ça contre nous, comme le Covid. C'est une stratégie de l'attention autour de la guerre, de l'attention et de l'attention. Donc, et en fait, c'est pour maintenir, en fait, pour rejoindre les buts qui se sont fixés, c'est-à-dire, mais qui sont délirants et qui vont peut-être causer l'effondrement de leur propre système, mais le Green Deal, etc., justement la démographie européenne basse, l'espèce de création de cette population hybridée, comme le voulait Koudnov-Kelleri, etc., ils sont obligés de maintenir une tension avec les ennemis. Bon, c'est classique, hein. Enfin, et puis c'est comme dans... En fait, pour parvenir... Le but de société accomplie, c'est le meilleur des mondes. Un ordre mondial organisé en caste génétique, où la reproduction est séparée de la sexualité et où elle est privatisée. Bon, c'est ça leur but. Mais pour arriver à ça, pour arriver au meilleur des mondes, il faut peut-être déjà passer par 1984, c'est-à-dire la déprime, l'encasernement, l'idée constamment où dans 1984 on dit habitants d'Océania, nous avons fait tant de victoires contre Eurasia, ou bien Eurasia est en train de progresser, etc. Enfin, on est là-dedans, hein, depuis 2022, on est dans les habitants d'Océania qui regardons avec les mêmes choses. Quand vous lisez 1984, c'est très drôle, hein, parce qu'il y a les mêmes choses que dans nos nouvelles, hein, où ils parlent constamment des nouvelles technologies mises au point pour défaire les armées d'Eurasia, etc. Donc c'est la même chose. Donc en fait, ils se servent de cette tension pour transformer le système. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura une guerre ouverte. C'est peut-être encore pire, parce que guerre ouverte, à la limite, c'est dislocation du système, et puis on peut peut-être faire quelque chose. Là, le problème, c'est que ils veulent maintenir une pression pour transformer leur système en système autoritaire. Avec la notion, Françoise Vella, alors je ne lirai pas tout le message, mais je l'enverrai d'ailleurs, ma chère Françoise, à Pierre-Antoine Plaquevent, il sera probablement d'accord avec vous. Juste cette partie de message que je vais lire, où elle explique que justement c'est ce fameux complexe de culpabilité qu'ils ont réussi à instiller, c'est-à-dire ce suicide finalement, c'est aussi un moyen. On pourrait dire que oui, il y a le complexe militaro-industriel qui manipule le complexe de culpabilité. Le complexe de culpabilité, oui. Et qui permet de tenir aussi les populations. Bon, il nous reste une toute petite dizaine de minutes, mon cher Pierre-Antoine. Oui. Vous vouliez en effet passer de la situation européenne pour petit à petit aller vers la situation mondiale. Est-ce que on peut traiter de ce sujet? On peut parler aussi peut-être des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Oui. Là, oui, vous avez un bon exemple. Là, parce que on parle de guerre généralisée, mais en fait, qui veut vraiment une guerre généralisée? Parce que d'après le New York Times, j'ai fait tout un article qui expliquerait que ce seraient les États-Unis qui auraient finalement... les Israéliens voulaient pousser les États-Unis à faire une attaque contre l'Iran en mai. Oui. Et ce serait Trump qui, finalement, avec son cabinet, qui a dit que non, ça n'est pas réalisable maintenant. Poutine semble dire que, en tout cas, ça pourrait précipiter de proche en proche, pas immédiatement, mais par voie de conséquence, la Troisième Guerre mondiale, justement. En fait, je pense que c'est-à-dire que s'il doit y avoir c'est ce qu'ont dit les États-Unis, maintenant on va se soucier d'autre chose que l'Ukraine, cette longue ligne de crise, cet arc de crise qui parcourt toute l'Eurasie, maintenant, voilà, le point de focal, c'est forcément Israël. Parce que Israël, c'est deux choses à la fois. On peut dire, c'est toujours ce même débat. Israël, ce n'est pas comme l'Ukraine, juste. Ce n'est pas juste un État proxy qui sert. C'est à la fois, on va dire, un proxy des États-Unis qui sert à freiner notamment le développement, l'influence de la Chine au Moyen-Orient, effectivement de l'Iran, de tout le heartland eurasiatique, hein, du développement même des nouvelles routes de la soie. Ça, c'est ce que je montre dans notre livre avec Youssef Indy, c'est que Israël, c'était beaucoup rapproché de la Chine pendant les 10 dernières années, et les États-Unis voyaient ça d'un très mauvais œil, et finalement la guerre maintenant augmente un découplage aussi d'Israël avec la Chine, et donc ça c'est ce que veulent les États-Unis, mais il y a aussi le projet
israélien, je dirais israélo-israélien, hein, qui est vraiment ce projet de grand Israël, et en fait qui considère... Il y a un peu de plomb dans l'aile avec Trump. Hein. Mais alors, en fait, ce qui est intéressant avec Trump, c'est que d'un côté, il négocie avec ce que veulent les Israéliens. Hein. Il dit, bon, très bien, on va faire la dépopulation de Gaza, La etc. Riviera, oui. Voilà, il lance cette idée, qui est le projet Netanyahou depuis des années. Hein. Et en fait, d'une certaine manière, si c'est rejeté, ça montre qu'en fait, ça n'est pas faisable. Donc en fait, il pousse les Israéliens un peu à leur position. D'un côté, il les Tout soutient, comme parce il qu'en fait, ça n'est l'explique pas... en disant je vais y mettre mes propres militaires pour éviter justement que ce soit Tsahal qui s'occupe de cette dépopulation. Or, on sait très bien, on connaît Trump et on connaît les Américains, c'est pas demain la veille que les GI vont débarquer dans Gaza. Donc ça, c'est un prétexte pour empêcher justement cette extension. Empêcher cela, oui, empêcher. Mais il faut... gardons en tête que quand Trump et Netanyahou se sont vus, Netanyahou lui a quand même offert un beeper d'or. Oui, enfin, le message mais est tout de même... est ambigu, hein, quand on sait à quoi ont servi les pagers, là, les fameux beepers. Exactement. Et au même moment, on va dire, vous avez Trump qui déclassifie les archives sur l'assassinat de Kennedy, qui tend à montrer que le Mossad est impliqué. Donc en fait, c'est une espèce une lutte entre réseaux, en fait, hein, entre réseaux d'influence. C'est sûr. Et si vous voulez, en fait, le problème, c'est que comment dire, les Américains, je pense, il y a une ambiguïté. C'est-à-dire, ils ont besoin, en fait, d'un Israël qui soit... je ne suis pas contre le grand Israël, parce que tant que ça fragilise leurs adversaires régionaux. Mais si ça doit conduire à un embrasement plus grand, et notamment avec l'Iran, c'est impossible, en fait. Parce que là, effectivement, là, c'est le point de bascule. Si l'Iran est attaqué, c'est directement le Heartland qui est attaqué, parce que après, c'est la Chine et la Russie ne peuvent pas ne pas s'impliquer. Et oui. Donc, en fait, les Israéliens, eux, poussent leur position jusqu'au bout. Mais c'est là que c'est important d'étudier les représentations, je dirais, religieuses. Et c'est... il reste 4 minutes, Pierre-Antoine. Raymond Aron qui disait que l'homme n'est pas juste rationnel. Donc en fait, il est mu aussi par des choses irrationnelles ou non strictement rationnelles. Sinon, en fait, on pourrait construire juste un système international pacifié assez rapidement. Non, parce qu'il y a des motifs internes. Et là, c'est la question clé de quelle est votre représentation spirituelle profonde. Et je pense que avec ce rejet viscéral, ontologique, du Messie, en fait, hein, par les sionistes millénaristes, et de cette volonté de reconstruire un temple, faire venir de transformer Israël en théocratie royale. Enfin, forcément, ça ne peut faire qu'un mélange explosif. D'autant qu'ils sont connectés, c'est ce qu'on montre avec notre livre, avec les millénaristes américains évangélistes. Et donc, ils ont un levier énorme aux États-Unis, sans parler évidemment de l'AIPAC et de tous les réseaux sionistes américains. Mais justement, le Trumpisme, je dirais, qui est une forme de césarisme, doit équilibrer toutes ces tendances. C'est pour ça que on ne peut pas dire juste est-ce que Trump est pro-israélien ou finalement est-ce qu'il combat Israël. C'est ni l'un ni l'autre en fait. Hein. C'est on va dire un César qui essaye d'équilibrer les tendances qui sont en son sein. Mais ça va être très compliqué parce que quand vous voyez, et ça va notamment être compliqué pour des raisons, je dirais, théologico-politiques. Quand vous avez le secrétaire d'État à la Défense qui d'un côté arbore des tatouages de croix, la croix de Jérusalem avec marqué Deus Vult, et d'un autre côté vous explique aussi, mais les Israéliens ont droit à leur troisième temple, vous dites là, il va y avoir un problème, c'est-à-dire qu'il va falloir choisir, parce que si vous faites du christianisme politique comme ils le montrent maintenant aux États-Unis, qu'est-ce que vous ferez avec des gens qui vous diront, voilà, maintenant, nous avons un Messie qui est là, enfin le vrai, donc le Christ n'était pas le Messie, nous avons le temple qui est reconstruit, donc toutes ces choses-là, comment vous les gérez si vous êtes une puissance, soi-disant, chrétienne? Il va y avoir une antinomie métapolitique et stratégique même, à mon avis, à un moment donné, qui va émerger. Et c'est effectivement là que s'il doit y avoir une guerre, elle partira de là, pour ces raisons-là, en fait. Merci Pierre-Antoine Plaquevent, je rappelle, il nous reste que 2 minutes, ça fait les 2 minutes du V de la victoire. C'est demain la victoire. Israël et la guerre mondiale des religions,
Pierre-Antoine Plaquevent, Youssef Indy, Géopolitique et millénarisme. C'est aux éditions Culture et Racine, avec une préface d'Édouard Husson. Je ne saurais trop vous conseiller la lecture de ce livre. Donc c'est aussi en collaboration avec les éditions Stratégica. On rappelle que Stratégica, c'est le site qu'a fondé Pierre-Antoine Plaquevent, qui vient de nous offrir 1h30, 1 heure on va dire. Nous avons digressé avec Lara un peu au début, un peu plus d'1 heure d'échange absolument passionnant, comme à chaque fois d'ailleurs. Je vous trouve quand même très en forme, Pierre-Antoine, là en ce moment. Ah ben merci. C'est la semaine sainte, un jeu, c'est l'effet. Non mais là, c'est samedi saint, mais en fait, réellement, je pense que de plus en plus, l'enjeu, il va être là en fait. Et c'est pour ça que les jeunes se convertissent, parce qu'ils sentent bien que en fait, c'est ça ou le nihilisme. Exactement. Si ce n'est pas pire. Bon, Lara, cette émission s'achève. Oui, c'était vous avez bonne mine, vous aussi, d'ailleurs. Vous aussi, on va s'échanger nos compliments. Moi, en tout cas, vous ne me reverrez pas pendant 1 semaine, parce que je vais travailler plus encore que ce n'est le cas jusqu'à présent, pour préparer au mois de mai. Eh bien, ce ne sera pas la 3e guerre mondiale encore au mois de mai, ça sera juste la sortie de mon livre. Avec un autre invité, pas un autre invité, nous serons 2 à l'écrire. Bon, un autre auteur. Oui, je vois qu'on me demande de parler d'autre chose que de moi. Vous avez raison de dire que c'est fini. C'est la fin, c'est fini. Mais oui, j'ai compris, voilà. C'est fini. Merci beaucoup Pierre-Antoine Plaquevent, merci Lara, merci Virginie, Nicolas, merci Patrice, merci à tous ceux qui sont intervenus durant cette émission. J'ai senti qu'ils étaient très studieux aussi. Et puis alors là, c'est vraiment fini de chez fini. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite un bon samedi de Pâques et demain un bon dimanche de Pâques. C'est maintenant le livre journal des controverses de Mike Borowski. D'ailleurs, la semaine prochaine, vous aurez double ration de Borowski. Vous aurez 3 heures de 9h à midi avec lui. Mais là, c'est 10h30. Merci, à bientôt.